Bon après-midi à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à 7h le samedi, 90 minutes. C'est le temps que nous passerons ensemble, 90 minutes durant lesquelles nous allons échanger, discuter, cogiter ensemble sur un fait de société. Nous avons choisi de parler cet après-midi de l'éducation. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils mieux éduqués que dans le passé? C'est le thème qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Pour une meilleure interactivité, n'hésitez pas à intervenir en nous envoyant des SMS par le numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans, ou alors le téléphone sera ouvert à partir de 14h pour ceux qui voudraient intervenir par appel. Prennent donc part à cette discussion cet après-midi, Monsieur Somo Maurice. Bon après-midi et merci d'être là une fois de plus. Merci Audrey, merci de m'avoir associé encore cet après-midi à ce débat qui, j'espère, sera intéressant au regard des personnes que je vois sur ce panel. Oui. Mais avant, un panel de qualité. Je voudrais dire, je voudrais saluer quelqu'un qui nous suit sûrement en ce moment. D'accord. Et qui a juré, je vais suivre tout ce que tu vas dire du début à la fin. Est-ce que j'en ai entendu parler? Elle s'appelle Armel. D'accord. Elle est à Yaoundé. Okay. Une femme bizarre, hein? Je te dirai plus tard pourquoi. D'accord. Alors on va faire un coucou. Elle a fait un lapin, c'est pourquoi je lui dis ça. Elle a fait un lapin. Tu sais le genre de femme qui te fait lapin à la fin là. Oui, oui. De toute façon, on en reparle tout à l'heure. Après l'émission. Après l'émission, on va faire dans tous les cas, on va faire un coucou à Armel, qui est certainement en train de nous regarder en ce moment depuis Yaoundé, c'est bien ça? C'est ça. Alors Emmanuel Ngouaba, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi Audrey et bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Je vais rappeler aux téléspectateurs que c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission, vous et moi. Oui, tout à fait. Mais les téléspectateurs de STV ont l'habitude de voir votre visage sur leurs petits écrans. Oui, c'est un plaisir pour moi de participer à cette intéressante émission. Vous savez, la chose éducative est quelque chose de très sensible et aussi de très passionnante. Voilà, vous êtes analyste de l'éducation. Tout à fait. Voilà. Maître Bondi, bon après-midi, bonne année. Oui, Audrey, c'est la première fois de l'année 2014 que je me retrouve sur ce plateau. Effectivement, bonne année à vos téléspectateurs. Et je ne manquerai pas de rendre hommage à un grand patriote qui nous a quitté hier, Charles Tebaïne. C'est un exemple. Et lorsqu'on parle d'éducation, je crois qu'on reviendra sur les valeurs de cette éducation par rapport au comportement des jeunes, etc. Voilà. Débat qui s'avance très intéressant. Alors, démarrons ce débat par la définition. Monsieur Somo, c'est quoi l'éducation? Très bien. Pour donner une définition à l'éducation, et je me félicite d'avoir en face de moi des personnes qui pourraient apporter une vue complémentaire, n'est-ce pas, à ce que je dis, je retiens 3 piliers quand il s'agit d'éducation. Mais de façon globale, nous disons de l'éducation que c'est un processus de transformation de l'individu. Et quand on parle de transformation, il s'agit de passer d'un stade que j'appellerais A à un autre stade B et qui peut même aller plus loin. Bon, cette transformation peut être positive dans le cadre d'intégration d'un certain nombre de normes et de valeurs. Globalement, nous allons retenir 3 piliers. Le premier pilier concerne ce que je vais appeler l'instruction. L'éducation intègre l'instruction. Alors, l'instruction, en fait, c'est l'acquisition d'un certain nombre de connaissances qui, au plan cognitif, permettent à l'individu d'accumuler un certain bagage dit intellectuel. Alors, on va à l'école pour s'instruire. Toutes ces choses que l'enfant apprend à l'école, en mathématiques, en français et en sciences naturelles, ainsi de suite, participent de ce qu'on appelle l'instruction. Et l'instruction n'est qu'un élément de l'éducation. C'est le premier pilier d'ailleurs de l'éducation. Le deuxième pilier de l'éducation, c'est ce que je vais appeler la socialisation. La socialisation, c'est l'intégration d'un ensemble de normes et de valeurs de la société. C'est un processus par lequel l'individu s'insère progressivement, mais harmonieusement et sûrement dans la société. Vous savez que l'individu, à la naissance, en réalité, n'a pas intégré les normes de la société. Il ne sait pas ce qui est interdit et ce qui est permis, et il ne sait même pas en faire la distinction. Par le processus de l'éducation,
l'individu intègre l'interdit et le permis de la société, ce qui permet que plus tard, en réalité, il devient un être de société. Et ce processus s'appelle globalement la socialisation. Et la socialisation fait partie de ce qu'on appelle le deuxième pilier de l'éducation. Oui. Maintenant, il y a un troisième pilier qui s'articule autour d'un concept, la compétence, l'acquisition des compétences. En fait, on va à l'école pour acquérir l'instruction et la socialisation, c'est vrai en termes d'éducation, mais on aspire, on attend jouer un rôle au plan professionnel à l'avenir, ce qui permet d'acquérir ce qu'on pourrait appeler des compétences. Alors, l'école permet à l'individu, au-delà de savoir, d'être capable de faire quelque chose. Et cette chose qu'il pourra faire plus tard fera de lui un être professionnel. Maître Bondier, par exemple, a fait de très brillantes études de droit. Oui. Il a été instruit dans ce domaine. Maître Bondier, aujourd'hui, est un homme qui, dans la société, sait ce qui est interdit et ce qui est permis. Oui. Mais Maître Bondier a également des compétences qui font de lui un avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans la société, au plan professionnel, peut jouer un rôle, avoir des revenus par rapport à une profession qu'il exerce et ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Et pour le faire, il fallait qu'il ait un certain nombre de compétences. Donc, pour nous résumer, avant que mes collègues, mes frères et amis d'en face n'apportent des éléments complémentaires, je retiens pour le moment donc 3 piliers. Premier pilier, c'est ce que j'appelle l'instruction. Oui. Le deuxième pilier, c'est la socialisation. Et le troisième pilier, c'est l'acquisition de compétences. Les compétences, voilà. Emmanuel Gouaba, quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que M. Somo a dit l'essentiel en matière de définition de l'éducation. Déjà qu'il est allé même au-delà de la définition pour montrer l'impact même de l'éducation dans la société. Et je pense que c'est un peu de tout ça. Bon, peut-être je peux juste faire référence au professeur Pierre Foncois, qui est actuellement l'un des meilleurs spécialistes en sciences de l'éducation au Cameroun et même en Afrique centrale. Bon, lui, il propose cette définition simple, c'est-à-dire l'éducation, c'est un ensemble de processus institutionnels ou non, au moyen desquels l'humanité transmet à une génération des savoirs, c'est pour ça que tout à l'heure il a parlé d'instruction, des savoir-faire, des attitudes, des comportements, des rôles, etc. Et vous voyez très bien que ça résume un peu ce que M. Somo disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne faut pas confondre éducation et instruction. Oui. Il ne faut pas confondre éducation et scolarisation. Pour faciliter la tâche aux téléspectateurs. Mais partie de l'éducation. Oui, c'est un élément. C'est pour ça qu'il a parlé d'un des piliers de l'éducation. Pour faciliter la tâche à nos téléspectateurs, puisque nous sommes là pour nous adresser aux citoyens lambda, je vais tout simplement dire en des mots simples que pour moi, l'éducation, c'est ce processus qui facilite le développement et disons la formation et le développement d'un être humain. Ça peut être le développement physique, ça peut être le développement sur le plan moral, ça peut être le développement de l'être humain sur le plan spirituel, ça peut être le développement de l'être humain sur le plan physique, éducation physique, ça peut être le développement sur le plan intellectuel, etc. Donc pour le téléspectateur lambda, je pense qu'on peut retenir ça comme ça, le processus d'acquisition, c'est-à-dire le processus qui permet la formation et le développement d'un individu, développement de façon globale. Voilà. D'accord. Bon, bien entendu, on peut également dire, en passant, on reviendra là-dessus dans le débat, que cette éducation, naturellement, ça peut se faire soit dans un cadre formel, dans un cadre institutionnel, par exemple au niveau de l'école. Oui. On peut trouver d'autres dans ce cadre de l'éducation institutionnelle. Et tout naturellement, il y a d'autres cadres qui ne sont pas institutionnels, notamment la famille. C'est pour ça qu'on a souvent dit que les premiers éducateurs, c'est les parents. C'est les parents. Voilà. L'opposition sur la qualité de l'éducation remet en surface la problématique sur le conflit des générations. Pour les générations supposées anciennes, la meilleure éducation est celle qui était jadis inculquée aux jeunes de cette époque-là. Et à l'opposé, les générations actuelles trouvent cette éducation dépassée, désuète et même inadaptée. Maintenant, commençons par le premier élément, c'est-à-dire l'éducation comme instruction, comme l'a dit M. Somo. Peut-on dire que ce qui se faisait avant est ce qui se faisait de mieux, Maître Bondier? Bon, je ne voudrais pas revenir sur les définitions qui ont été si largement et si bien étayées par les deux premiers intervenants. Mais je voudrais dire que lorsqu'on parle d'éducation,
on ne peut même pas opposer les temps. Parce que chaque temps a ses moyens pour éduquer l'homme. Vous avez suivi en des termes très simples que l'éducation, c'est la formation de l'homme, tant physique, intellectuel, moral, spirituel, que dans son intégration même par rapport au milieu ambiant. Et qu'est-ce que lui-même, à travers cette éducation, peut apporter à son milieu. C'est aussi simple. Et chaque milieu, donc, se donne l'éducation qu'il faut par rapport aux objectifs, par rapport aux réalités de ce milieu-là. Donc, on est difficilement à même de comparer les époques. Mais maintenant, comme c'est la mode, nous qui nous considérons déjà avoir atteint peut-être Dieu, parce qu'on croit que c'est notre civilisation qui est la meilleure, mais je suis sûr que d'ici 200, 300 ans, lorsque les gens vont voler avec les voitures, ils diront que cela était des singes. Parce que nous, on va avec les voitures sur les routes, et ils auront le temps de circuler avec les voitures en l'air, etc., etc. Non, chacun se donne les possibilités de vivre son époque. Cette époque-là avait aussi sa manière d'éduquer les autres. Parce que lorsqu'on le dit, on entre beaucoup plus, et il a indiqué tout à l'heure, dans un cadre institutionnel, un cadre formalisé. Aujourd'hui, nous croyons que parce que nous faisons l'école, nous dépassons ceux qui n'ont pas fait l'école. Mais on se trompe. Dans la mesure où même ceux qui n'allaient pas à l'école classique, moderne à l'époque, avaient des canons de formation. On formait les guerriers, on formait les forgerons, on formait les pêcheurs, on formait... Bref, dans chaque secteur, il y avait une transmission de connaissances et il y avait une formation de ceux qui étaient habilités. Encore que moi, j'ai dit à cette époque-là, la formation, non seulement elle était rude, réelle, mais la formation était adaptée aux catégories de personnes. On formait les gens en fonction des aptitudes de chacun. Il n'y avait pas cette liberté aujourd'hui où quelqu'un se retrouve à se faire former à l'émia alors qu'il n'a pas les capacités réelles, physiques, de pouvoir supporter le dosage d'une formation militaire, tout simplement parce que soit le parent, soit ceci, ambition personnelle. On retrouve les médecins, enfin les gens qui sont en formation de médecine, tout simplement parce que dans leur tête, on a dit les docteurs ont beaucoup d'argent ou peut-être ont beaucoup d'honneur. On retrouve des avocats qui n'ont aucune vocation à être avocats, mais bon, comme peut-être là-bas, il y a ceci ou cela. Alors qu'à l'époque, c'était la communauté même qui choisissait les cadres de formation et les personnes qui étaient habilitées à être formées, éduquées, je voudrais dire, dans tel ou tel secteur. Et on avait donc la chance, à cette époque, aujourd'hui on parle d'orientation scolaire, où on biaisait un peu, parce que même jusque-là, on n'est pas toujours très certain que cette orientation obéit à des canaux. C'est vrai, ils font l'effort, mais il y a toujours les gens qui passent par les mailles du filet, parce que le père veut absolument que tu deviennes un administrateur civil, le père veut absolument que tu deviennes un ingénieur, alors que toi-même, tu n'as ni aptitude ni volonté de le faire, alors qu'à l'époque, c'est la communauté qui choisissait. Et on ne mettait pas quelqu'un dans une formation au hasard. Déjà qu'il y avait les castes, ils faisaient de telle sorte qu'on savait qu'il y a la caste des forgerons, il y a la caste des pêcheurs, et on est sûr que comme tu sors de la caste des pêcheurs, tu as des aptitudes réelles d'y rester. Et donc pour moi, c'est une époque qui était une bonne époque, une belle époque, mais qui ne peut pas revenir aujourd'hui parce que nous sommes dans un village planétaire. Le monde évolue. Le monde évolue et au-delà des connaissances qui étaient un peu limitées dans un village, dans une tribu, aujourd'hui, le village planétaire nous amène à avoir des connaissances élargies, des connaissances projetées, sans oublier que si on compare les deux mondes, nous allons comprendre que le monde antérieur, c'était l'oralité, la transmission était orale, c'était pratique. Le learning badouille, c'est-à-dire que c'est à force de faire que vous deviez acquérir ces connaissances qui étaient orales. Aujourd'hui, c'est écrit et il faudrait bien que tout le monde se mette à ce diapason. Monsieur Soumon, votre avis sur la même question? Oui, disons que oui, ce qui se faisait avant, je voudrais dire que puisque nous sommes, c'est circonscrit, vous avez évoqué le problème de l'instruction, et en nous limitant à cet aspect, l'aspect de l'instruction en tant qu'acquisition des savoirs, non pas acquisition des savoir-faire, ni acquisition des savoir-être. Bon, limitons-nous donc à l'acquisition des savoirs. Bon, si nous nous limitons à cet aspect, aujourd'hui je parle sous le contrôle d'un inspecteur qui est pédagogique, qui est là et qui est très dur et pur sur la question, je dis,
quand aujourd'hui vous êtes face à un aîné, dernièrement moi j'ai pris Mamadou Ebineta, que j'ai trouvé sur l'escale à la librairie, j'allais acheter des livres pour mes enfants, et j'ai trouvé Mamadou Ebineta, sont devenus grands. J'ai dit bon, tant mieux. J'ai donc acheté ce Mamadou Ebineta, sont devenus grands, et je suis allé à la maison. Et mon souci à la maison, c'était quoi? Je voulais en réalité que mon fils, qui faisait le cours moyen deuxième année à ce moment-là, qu'il fasse une dictée qu'il y avait dans ce Mamadou Ebineta est devenu grand. Cette dictée pour laquelle j'ai eu une faute à l'époque, hein, quand moi j'étais au CM2. Et alors, quelle a été ma surprise de constater qu'en réalité, le trou était immense. Cet appel, s'il n'avait pas tout fait faux, je l'ai étalé plus tard et je l'ai envoyé ailleurs pour qu'on essaie de passer cette même dictée à plusieurs groupes d'enfants. Et j'ai fait exactement le même constat. J'ai été tenté de penser qu'en réalité, au niveau, parce que là c'est une question de niveau, l'éducation qui se faisait avant est ce qu'il y avait de mieux. Parce que les enfants aujourd'hui vous interprètent très difficilement le matin d'Afrique, hein, le gâteau de maman Manono. C'est très difficile, ils ne s'en sortent pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. En même temps, vous prenez des personnes d'un âge très avancé, qui ne sont pas allées très loin dans leur école, à qui vous soumettez l'examen d'un texte, d'un ouvrage récent, ce qu'on voit aujourd'hui. Ils vous disent, ça c'est ce que nous on pouvait faire quand on était aux cours élémentaires 1, ainsi de suite. Ce qui pourrait dans une certaine mesure confirmer la thèse qu'en matière d'instruction, c'est-à-dire tant qu'acquisition de savoir, ce qui se faisait avant, me semble-t-il, était plus élaboré, plus complexe que l'ensemble des facilités auxquelles les enfants sont soumis aujourd'hui, avec un ensemble d'accompagnement que tous nous savons. En termes de répétiteur, ce qui nous était à notre époque absurde, qu'on te parle d'un répétiteur. Nous n'avions pas l'occasion de lire ce livre devant une lumière comme celle que je vois vivre, c'est d'avoir la petite lampe tempête. Malgré donc, c'est-à-dire que bien que toutes ces méthodes, tous ces instruments d'accompagnement soient arrivés, on n'a pas l'impression qu'à exercice de complexité égale, que les enfants aujourd'hui soient capables de s'en sortir mieux que ce qui était là avant. J'ai l'impression que je vais pencher vers l'idée que ce qui se faisait avant est ce qui se faisait de mieux. Oui, ce qui se faisait de mieux. Alors, Emmanuel Ngouaba, on est tenté de penser qu'il y a, au niveau de l'éducation, de l'encadrement des enfants, il y a comme un relâchement. On a souvent entendu dire que un diplômé aujourd'hui ne vaut rien à côté d'un autre qu'il a été à l'époque. Il y a comme un relâchement au niveau de l'éducation. Oui, là nous sommes toujours dans le domaine de l'instruction. Absolument. Le premier pilier est l'instruction, l'acquisition des savoirs. Bon, je suis très content et très flatté par le développement que vient de faire M. Somo, parce que c'est à peu près cela. C'est à peu près dans ce sens-là que beaucoup d'analyses sont en train d'aller. Je voudrais signaler que le débat que nous soulevons là aujourd'hui, ici, et le même débat a lieu ailleurs. Le même débat a lieu ailleurs parce qu'il y a quelques années, je pense que c'était à l'époque du président Sarkozy en France, il y a des gens qui estimaient que les élèves français, il y avait une baisse, ils ont appelé ça une baisse de compétences intellectuelles en français, en mathématiques. Français et mathématiques. Ce débat a eu lieu en France depuis à peu près 10 ans. Il y a même des gens qui ont estimé, il y a même des grands spécialistes, parmi lesquels des professeurs d'université, qui sont même allés jusqu'à vouloir remettre en cause le bac français, pour dire que c'est un bac qui ne vaut plus rien du tout. Bon, donc, si j'ai pris cet exemple-là, et avec beaucoup d'autres lectures que j'ai faites ici et là, ça montre que chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, bon, j'espère que la génération, ça doit être dans les 30 ans. Absolument. Bon, dans les 30 ans, 25, 30 ans. Chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, il y a toujours, dans toutes les sociétés, une sorte de nostalgie. C'est-à-dire que les gens estiment qu'il y a une dégradation, je ne sais pas si c'est le mot, une dégradation et des valeurs, on va y revenir tout à l'heure, mais beaucoup plus même de la connaissance, puisque là maintenant nous parlons de la connaissance. Donc c'est un processus normal. Et je vous mets au défi que dans 30 ans, nos élèves qui sont là aujourd'hui,
qui sont au secondaire, ou même à l'université, dans 30 ans, ils seront des parents. Oui. Et ils diront exactement la même chose. C'est-à-dire, ils diront dans 30 ans, ou dans 25 ans, disons dans 21 ans, parce que c'est un cap qui nous intéresse. Dans 21 ans, ça va faire 2035. En 2035, tous nos enfants qui sont là aujourd'hui, qui déambulent dans les rues, qui se battent dans les quartiers, qui cherchent le BPC, le Poitou, etc. Dans 20 ans, vous voyez qu'ils sont en train de travailler, hein, ils seront médecins, avocats, journalistes, etc. Et ils vont dire exactement la même chose. Ils vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe? La société a changé, nos enfants, on ne les reconnaît plus, et il y a une paix. Donc, c'est un processus normal. C'est un processus normal. Et ça fait que, à un moment donné, quand j'ai lu ce livre et quand j'ai vu que c'est un débat qui a cours dans d'autres pays, je me suis dit qu'en fait, il n'y a donc pas de débat parce qu'on ne rentre que dans la normale des choses, qu'à un moment donné, nous allons toujours estimer que par rapport à avant, les choses se sont plutôt dégradées. Alors que ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si on regarde donc sur le plan de la connaissance, mais autrefois, vous saviez simplement ce qui se passait dans votre village ou tout simplement dans votre arrondissement. Mais aujourd'hui, l'enfant qui est en Guelmedjouga, l'enfant qui est en Konjo, l'enfant qui est à Do, l'enfant qui est à Banganté, mais il sait ce qui se passe aux États-Unis. Il sait ce qui se passe au Canada. Parce qu'on a Internet, on a la télévision, on a le téléphone portable. Ça fait qu'au niveau des connaissances, intellectuelles, puisque nous parlons de l'instruction, le premier pilier de l'éducation, au niveau des connaissances intellectuelles, cet enfant a des connaissances déjà plus variées. Ça, il n'y a vraiment pas de débat. Les connaissances sont plus variées, c'est-à-dire qu'elles sont plus importantes en termes de quantité. Parce que l'enfant, aujourd'hui, je peux prendre un exemple banal, hein. À notre époque, nous, on n'avait jamais fait l'informatique. Un exemple banal qui saute aux yeux. Aujourd'hui, en 2012, en 2013, en 2014, tous les enfants ont des connaissances en informatique. Mais il y a 30 ans, on ne parlait pas d'informatique. Bon, il y a 30 ans, on parlait de la géographie. Aujourd'hui, ils ont toujours cette géographie. On parlait du français, ils ont le français, on parlait de l'anglais, etc. Donc, en plus de tout ce que nous avons fait, français, anglais, histoire, géo, etc., aujourd'hui, ils ont l'informatique. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les enfants, même à travers le net, ils peuvent s'intéresser au droit. Moi, j'ai vu des enfants qui vont sur le net, étant peut-être en 3e ou dans les séries même littéraires où on ne fait pas le droit. Oui. Mais avec Internet, l'enfant aujourd'hui peut avoir des notions de droit sur Internet. Oui. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Parce qu'autrefois, on mettait beaucoup plus l'accent sur les connaissances, comme il a dit tout à l'heure, les connaissances livresques données par l'enseignant. Parce que l'enfant n'avait pas d'autres moyens. C'était les connaissances livresques données par l'enseignant. Bon. Maintenant, aujourd'hui, l'enfant a beaucoup de supports. L'enfant a des journaux, l'enfant a la télévision, l'enfant a la presse écrite, bref, l'enfant est plus ouvert en termes de connaissances. Bon, j'ai essayé de rencontrer quelques-uns avant de venir à cette émission. C'est un avantage comme ça peut être aussi un inconvénient. Hein. Bon, disons que l'inconvénient, on va y arriver tout à l'heure, ce sera beaucoup plus en termes de valeur. Parce que nous sommes ici au niveau des connaissances, oui. Au niveau des connaissances, au niveau de l'instruction. Oui. L'enfant d'aujourd'hui est plus instruit, il est plus ouvert, il est plus outillé sur le plan intellectuel. Bon, maintenant, on a parlé peut-être des fautes. Oui. Les fautes. Là encore, nous voulons juger avec les canons d'autrefois. Vous allez voir des gens qui vont vous dire « Ah, la dictée n'a plus de sens. » Mais non, non, la méthodologie a changé. La façon d'évaluer les enfants a changé avec les approches, parce que les approches pédagogiques changent. Donc, on ne peut plus aller dire qu'on va évaluer en dictée comme ça se faisait autrefois. Oui. Bon, il y avait une dictée, après il y avait des questions. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Ça fait que les enfants, sur le plan intellectuel, ont des connaissances. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ces connaissances les aident à s'intégrer harmonieusement dans la société? Oui. Là, c'est un peu plus difficile à répondre. On va en parler tout à l'heure. Maître Bondier voudrait intervenir. Oui, non, moi, j'ai vu dans le débat des deux premiers intervenants vraiment quelque chose, une opposition qui se retrouve à quelques faits. Mais je pense que si le professeur Somo est revenu là-dessus, en prenant un livre qui nous est cher, nous qui avons lu Mamadou, d'une autre époque, Mamadou et Bideta, effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement, ce n'est pas faute d'avoir les connaissances. Comme il indiquait tout à l'heure, l'acquisition des connaissances est élargie. Mais l'essentiel, parce que quand on a défini l'éducation tout à l'heure, c'est la formation de l'homme. Dans toutes ses aptitudes. C'est-à-dire que sur le plan physique, on l'a dit tout à l'heure. C'est au niveau instruction pour le moment. Oui, oui. Et même dans le cadre de cette instruction, l'instruction vise aussi à cette formation.
C'est-à-dire que, de par l'instruction, on vous donne certaines connaissances qui vous permettent d'avoir les aptitudes et les attitudes. Oui. Et c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Est-ce que ceux qui sont formés aujourd'hui, par rapport à ceux qui étaient éduqués hier, est-ce qu'ils ont cette capacité, après formation, d'avoir des aptitudes et des attitudes qui leur permettent effectivement non seulement de remplir leurs devoirs dans la société, mais de pouvoir transmettre sans erreur ce qu'ils ont acquis. Et là, il y a problème. Mais moi, je vois le problème dans plusieurs angles. Et parfois, ce n'est pas toujours de leur faute. Et là, je le rejoins en disant que les époques ont changé. Oui. Aujourd'hui, ils n'ont plus peut-être le même cadre. Parce que quand on parle de Mamadou et Bineta, mon cher professeur Sobo, ça concernait les gens qui sortaient des villages. Ils savaient que tous les matins, la maman pilait le mil. Donc, en fait, on prenait leur environnement de tous les jours. Et à partir de leur environnement, on leur faisait acquérir des connaissances. Ils étaient dans leur bain. Quand vous parlez à un enfant aujourd'hui, que dans mon village, on avait une chanson là, dans mon village, au cœur du ruisseau, tout ça, etc., je me souviens plus très bien. Il se perd. Parce qu'il ne trouve plus la case. Vous vous perdez, monsieur? Oui, moi-même, je suis déjà perdu parce que l'époque est lointaine. Oui. Mais à l'époque, quand vous preniez une personne qui sortait d'un village, vous lui parlez du coq, il sait ce que c'est que le coq. Parce qu'avant de partir, c'est le coq qui l'a réveillé, le chant du coq. Donc, en fait, il se retrouvait facilement. Il y avait cela. La deuxième chose, c'est les formateurs. Il ne faut pas oublier aussi ce changement qui est venu. On avait des instituteurs à l'époque qui avaient des vocations d'enseigner. C'est-à-dire qu'ils étaient fiers de faire de vous, de professeur Sobo, ce qu'il est aujourd'hui. Et ça a joué énormément. Aujourd'hui, avec 150 élèves dans une salle de classe, et avec toutes les conditions difficiles que les enseignants trouvent aujourd'hui, ils vont d'abord par vocation. Et ceux qui sont même par vocation ont des difficultés à remplir leur mission. Et ils ont en plus les enfants. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient à l'école, c'était des papas. Il ne faut pas l'oublier, à l'école primaire, c'était des costauds. Et même quand on n'avait pas 14 ans, on n'entrait pas en 6e. Moi, je vais vous dire, j'ai suivi de la brigade ici au collège Alfred Saquet parce que j'étais un Benjamin, j'étais encore très petit à l'époque. Et il était inadmissible que quand on se retrouvait, que je parle fort. Alors, il y a un costaud qui m'a fait ça dur. Il m'a tapé. Bon, c'est vrai que le surveillant général lui a fait sa fête. Oui. Mon père avait intervenu pour cela. Mais c'est pour dire qu'il y avait tous ces éléments qui faisaient de l'éducation une éducation de fer. La bastonnade était le principe. Nous, on mettait 4 champs. Parce que lorsqu'on faisait la dictée, tu avais peur. J'ai été balancé, je crois, au cours élémentaire 1. Le nombre de fautes, ça correspond. Le nombre de fautes, autant de fois. C'était la formule. Hein. Aujourd'hui, vous touchez l'enfant de quelqu'un, c'est la prison qui vous guette. C'est interdit. Ça fait de telle sorte que tu trouves les enfants qui insultent leur maître. Ça dit, ça fout. Tu as beau lui dire, non, vraiment, le devoir que je te donne là, demain, apportez ça. Il te dit, va me faire quoi? Demain, il vient, il dort en classe. Et là, de rappeler, tu vas le laisser faire comme il veut. À l'époque, c'était inadmissible. Tu fais ce que le maître veut. Ou n'entre plus dans sa salle de classe. Donc, pour chuter, Maître Bongier, vous pensez que l'éducation telle qu'elle se faisait avant, oui, c'est-à-dire sur le plan de l'instruction, oui, sur le plan de l'instruction, je dis, c'était une belle éducation parce que les méthodes, ceux qui étaient chargés de cela avaient cette vocation. Aujourd'hui, il y a les tares. Oui, aujourd'hui, il y a des tares. Il y a des tares. Emmanuel Gouaba a souligné tout à l'heure qu'aujourd'hui, les enfants ont des connaissances plus élargies, ce qui n'était pas le cas avant, mais justement, les enfants ont des connaissances élargies. Ils ont la possibilité de compléter les tares. Justement, les tares de l'école, ils peuvent les compléter par d'autres canaux. Parce qu'il y a eu l'arrivée des nouvelles technologies. Tout à fait. Mais est-ce que cette arrivée des nouvelles technologies-là ne participe pas à abrutir ces enfants? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout. Hein. On fait tout sur Internet. On a des enfants qui font leurs devoirs sur Internet. Oui. Si on a un devoir et puis on ne comprend rien, on va sur Internet, on tape, on a la réponse. L'ordinateur corrige les fautes. L'ordinateur corrige même les fautes. C'est leur facilité un peu pour la tâche. Alors, est-ce que ça ne les abrutit pas quelque part? Je crois c'est qu'on peut faire un développement sur le plan intellectuel et dire tout simplement que la confrontation à la difficulté est ce qui crée un effort supplémentaire. Non seulement à nos facultés intellectuelles, mais à notre constitution.
et nous dispose à plus d'efforts. Bon. Moins on fait face à des difficultés, plus on a la chance de tomber dans une approche laxiste d'un ensemble de questions. Avant, ces éléments, on ne les avait pas. C'est-à-dire que lorsque vous aviez à faire 7 x 9, en réalité, vous n'avez pas une calculatrice qui vous donnait le résultat automatiquement. Vous n'avez pas un ordinateur qui vous donnait le résultat automatiquement. Il fallait bien avoir en tête ce qu'on appelait la table de multiplication. Et quand nous, on avait nos cahiers, et ça c'est l'éducation d'avant, les cahiers qu'on avait étaient conçus tels que sur le dos de chaque cahier, il y avait la table de multiplication de 1 à 9. Ça finissait par 9 x 9, 81. Ça, c'était automatique. Était un enfant, élève, régulier et normal, c'est lui qui pouvait avoir dans sa tête, dans ses ménages, dans ses facultés intellectuelles et dans ses consciences, l'ensemble de cette table de multiplication. Alors, nous avons ici aujourd'hui ces tables de multiplication qui sont plutôt remplacées par des photos. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Samuel Eto'o-Fils. Et du coup, on tranche ici, on part de ce qui est intellectuellement constituant vers une activité qui relève de ce qu'on peut appeler le ludique, c'est-à-dire le jeu, l'amusement et la blague. Qui participe de la motivation de l'élève. OK. Donc, nous allons donc dire que ces enfants, avant, faisaient face à énormément de difficultés, ce qui était une source d'émulation et de dépassement de soi, ce qui participait de leur formation, de leur bonne formation. À l'opposé, aujourd'hui, nous avons des personnes à qui on a tout donné et on en fait des sujets extrêmement laxistes. Allez donc à la maison. Demandez et vous êtes coincé dans un petit calcul et vous appelez votre fils pour lui dire attends, il y a 24 là, si je divise par 7, ça fait combien là? Il a dit maman, papa, attendez un peu. Il court dans sa chambre, il cherche son ordinateur ou sa calculatrice, il vient et vous donne le résultat. Ça, c'est des choses que les enfants avaient avant au bout des doigts, ce qui était des choses d'une extrême facilité, ce qu'on appelle les balivernes. Je veux revenir sur ce que l'inspecteur disait tout à l'heure, pour dire que, en fait, le processus en soi peut paraître normal. On ne peut pas s'empêcher de s'entourer de ces nouvelles technologies qui participent de la facilitation de la vie. Mais la question reste sur le plan des sauts qualitatifs que la société doit faire. Est-ce que, en tombant ainsi dans un système où qu'il a appelé normal, est-ce qu'il n'y a pas, au point de vue de la dégradation, au point de vue du fait que nous tombons dans un système laxiste, est-ce que qualitativement, nous ne faisons pas des bonds plutôt vers l'arrière? Est-ce que, parce que nous sommes de moins en moins aptes à résoudre par nous-mêmes certaines difficultés de la vie, sans faire recours à des ingrédients, que nous ne venons pas totalement dépendants par rapport à une société qui avant était totalement dépendante. L'homme, le singe et le régime de bananes sur le toit. C'est-à-dire que vous prenez un régime de bananes, vous accrochez là. L'enfant, aujourd'hui, lui, il reste là, il regarde et attend que vous venez lui donner le bâton pour qu'il vienne et taper et cueillir. Alors que l'enfant d'avant, lui, il sort, il va dehors chercher le bâton pour venir cueillir sa banane. Est-ce que face aux difficultés, nous ne courons pas vers une société qui, lorsqu'elle sera mécaniquement bloquée par la technologie, ne sera plus capable de faire face aux difficultés de la vie? Oui. Les sauts sont-ils qualitativement faits? Emmanuel Boaba. Oui, mais je pense que je maintiens ce que j'ai dit, que pour moi, je pense que le questionnement, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui les enfants sont moins instruits, puisque là nous sommes sur l'aspect instruction, c'est difficile de le penser ainsi. Parce que tout à l'heure, lorsque nous nous sommes parlé des difficultés, je constate plutôt qu'aujourd'hui, ils sont plus en difficulté. Parce que nos parents étaient dans des classes de 10, 15, 20. Bon, à notre époque, c'était déjà 30, 40. Mais aujourd'hui, ils sont 150, 160. Bon, ça veut dire que cette difficulté aussi les amène
à se dépasser, si je rentre dans votre logique. C'est-à-dire, lorsque les élèves sont 120 dans une salle de classe, ils font un peu plus d'efforts qu'à l'époque où on était 20. Autrefois, on avait également des enseignants, on a dit, plus motivés, plus engagés et mieux rémunérés. À l'époque, avant 93. Bon, aujourd'hui, il y a, comme Maître disait tout à l'heure, des problèmes. Il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de conditions de travail, et les enfants en sont conscients. Les parents également en sont conscients. C'est pour cela que vous allez voir, il y a 30 ans, les parents n'allaient pas à l'école. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, la société se régule face aux problèmes qui se posent. Il y a 30 ans, 40 ans, nos parents n'allaient pas à l'école pour des réunions de parents. Mais aujourd'hui, ayant donc constaté que les conditions socio-économiques influencent l'école, vous voyez donc que les parents sont de plus en plus interpellés pour mettre la main à la pâte au niveau de l'école. Déjà qu'à l'époque, on avait des parents qui étaient, pour la plupart, nos parents, pour la plupart, n'étaient pas des parents... aisés. Non, même lettrés. Même lettrés, en fait. Je ne sais pas, peut-être chez vous. Mais je pense qu'il y a 30, 40 ans, très peu de parents. Parce que déjà, quand vous regardez, il y a 40, 50 ans, on sortait à peine de l'indépendance. Et il y avait très peu de Camerounais qui étaient allés à l'école. En passant, je dois vous signaler que les premiers bacs au Cameroun datent des années 46. Ça, c'est 46. Ça veut donc dire que vous voyez, jusqu'en 1950, c'est à peine si on avait quelques bacheliers. Mais là, on sortait pratiquement d'un système un peu encore de scolarisation presque nul. Bon, il y a quelques jours, le président a avancé un chiffre. Il a parlé de 3%. Hein? Je pense que quand il donne ce chiffre, ça peut être un chiffre crédible. Ça devrait être un chiffre crédible. Il a dit, en 61, on était à 3% de taux de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes à 90%. Bon, j'ose penser que c'est au niveau du primaire. C'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation fondamentale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont plus scolarisés, les gens sont plus instruits. Si nous sommes au niveau de l'instruction, qu'il y a 30, 40 ans, ça fait donc que certaines lacunes que les enfants ont à la maison, à l'école, se corrigent, se rectifient au niveau de la maison et se rectifient même dans la société elle-même. Et ça fait que lorsque les enfants même ont, j'allais dire, font face aux problèmes d'emploi, etc., ils essayent de développer des stratégies nouvelles. Parce que les conditions aujourd'hui sont plutôt plus difficiles qu'il y a 30 ou 40 ans. Et ça amène donc les élèves à pouvoir un peu plus travailler. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez 50 élèves aujourd'hui, et si vous prenez 50 élèves d'hier, vous leur donnez une dictée, je vous mets au défi qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de fautes, c'est sûr. Mais est-ce que nous devons aujourd'hui évaluer les enfants d'aujourd'hui sur la même grille des instruments d'avant? C'est ça la question que je pose. Là, je n'ai pas de réponse. On va intervenir rapidement, ensuite on va passer à la deuxième articulation. Oui, moi je voulais dire que même si on part sur l'évaluation des principes aujourd'hui, on retrouve les mêmes fautes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la rigueur dans la formation, dans l'instruction de l'époque qui manque aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que cette rigueur était quelque chose de plus. Et que les enfants, si on reste tout simplement à l'école primaire, il y avait la soif d'apprendre. La seule source de connaissance ou de l'instruction était l'école. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a 1000 sources qui font de telle sorte que ce que vous dites même à l'enfant à l'école, il le fait comme c'est du déjà entendu. Or, il a entendu sans comprendre. Je vais citer un cas très simple. Vous voyez aujourd'hui les dessins animés, où les enfants apprennent des choses avant même de les apprendre à l'école. J'ai un petit enfant de moins de 8 ans qui peut vous parler un français soutenu, de haute gamme. Voilà. Mais là où je le crois souvent, je dis, papa, tu viens de dire telle chose, écris-moi ça. Ça devient compliqué. Tout simplement parce qu'il a acquis ses connaissances sans les matérialiser par une instruction. J'ai vu les images, on a dit que c'est tel. Il peut vous développer telle rédaction là-dessus de manière littéraire. C'est de manière, je voulais dire, orale. Mais maintenant, implémenter ce qu'il a vu. Il faut une formation de base. Savoir que tel mot, voilà comment on l'écrit, etc. Donc, il y a ce manque de rigueur, à mon sens, de l'école d'aujourd'hui qui fait de telle sorte que vous avez un doctorat
qui atterrit chez vous. Moi, je vous dis, je reçois les universitaires tous les jours pour la formation, pour guider les stages, pour guider ceci. La lettre même de demande, c'est-à-dire que quand ils vous écrivent la lettre, je dis les doctorats, c'est-à-dire que ceux qui demain doivent enseigner les autres à l'université font 1000 fautes dans leur demande. Je ne veux pas les insulter, mais c'est une manière de dire qu'il y a problème. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement quelque part. Alors, sortons un peu de l'instruction et entrons dans la deuxième articulation qui pose l'éducation comme un processus de socialisation, c'est-à-dire celle qui consiste à intégrer les normes et la valeur d'une société. Dites-nous de quelles normes et les valeurs dont il est question ici, M. Somo, au sein de la société. Bon, c'est bien que vous avez commencé par moi, parce que j'avais quelque chose de très important à dire là-dessus, sur le plan socio-éducatif. Oui. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'un enfant rentre à l'école, il n'y rentre pas de façon hasardeuse. Il y a un certain nombre de mécanismes fonctionnels au plan psychologique, au plan physiologique, qui doivent accompagner ce moment de départ de la famille pour l'école. Généralement, la psychologie affective dit que l'enfant, entre 3 et 5 ans, n'est-ce pas, passe un stade de la vie qu'on appelle généralement le stade phallique. Bon, ça c'est Freud qui l'avait dit. Et à ce stade, il développe donc ce qu'on a appelé le complexe d'Oedipe. Le complexe de la triangulation oedipienne voudrait que l'enfant, s'il est garçon, qu'il soit jaloux de son père parce que sa mère, il doit en faire sa femme, et ainsi de suite quand c'est l'inverse. Alors, seulement au sortir de ce stade de développement de l'enfant, il intègre la première norme de la société. À savoir, son père, c'est son père, sa mère, c'est sa mère. Il doit les respecter et que toute relation coupable avec quelqu'un, qui soit sa mère ou son père, est une relation interdite. C'est la première fois qu'il fait face à un interdit au niveau de la société. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait essayé de faire entre-temps, lui avait été interdit sans que cela ait un rapport avec l'autre. Mais au sortir de ce stade, il a eu un attrait vers quelqu'un d'autre, et puis cet attrait ou cette volonté, ce désir, il ne peut pas le satisfaire, c'est complètement interdit. Donc, en fait, il entre à l'école pour commencer ce qu'on appelle le processus de socialisation, c'est-à-dire d'intégration d'un certain nombre de normes et de valeurs de la société. Disons que ces normes et ces valeurs, dans une éducation dite ancienne, commençaient, vous vous en souvenez, au-delà du stade d'initiation, du stade de l'école au stade préparatoire, lorsqu'il entrait aux cours élémentaires première année, nous tous nous souvenons de la toute première leçon que nous avons intégrée, c'était la leçon de morale. Alors, donc, la première valeur que la société nous inculque, c'est l'ensemble des valeurs morales. Oui. Tu ne feras pas ceci parce que c'est interdit par la société, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ce sont donc les premières valeurs morales. À ces valeurs morales viennent se greffer un certain nombre d'ingrédients, appelons ça comme ça, un certain nombre d'attitudes et de conduites qui font de vous un être agréable dans la société. On va y mettre la politesse. On va vous dire dans la leçon de morale qu'il faut être poli. On va y mettre le respect, par exemple le respect des aînés. Il faut respecter les aînés. On va y mettre l'humilité. On va vous dire, il faut être dans la société, soyez humble, parce que si vous êtes humble, en fait, vous aurez des faveurs de X ou de Y. Donc, l'éducation devient donc, en tant que processus de socialisation, voulait à une certaine époque être placé au centre de tout processus éducatif. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui semble se produire. C'est-à-dire pas l'inverse, dans tous les cas, cela ne semble plus être totalement valorisé. Un enfant vient dans votre bureau, il vient vous demander un service. Il ne vous dit pas bonjour. C'est pourtant la première règle de politesse à laquelle il devrait dire. Il vient, il vous trouve avec d'autres personnes qui étaient là et qui demandaient des services. En réalité, il voudrait que son service passe avant celui des autres.
Non seulement cela, une fois qu'il a posé son problème, il voudrait qu'il soit résolu tout de suite. C'est-à-dire que l'écart de 10-15 minutes avec lesquels un enfant passe avec vous, il a transgressé à la fois les règles de politesse, d'humilité et de respect. Il a tout mis de côté. Ça, pourtant, avant, c'était complètement des choses intolérables. Mais alors, notre société... dire que toutes ces valeurs ont disparu dans la société actuelle, c'est bien ça? Ces valeurs ont tendance à disparaître aujourd'hui parce que ceux qui en ont la charge semblent les régresser, c'est-à-dire que semblent les retourner au second plan parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas déterminants pour avoir X ou Y chose. Allez dire, appelez son parent, le père, pour dire que votre enfant est venu me voir au bureau et je ne lui rends pas service parce qu'il ne m'a pas salué. Il m'a dit, s'il vous avait salué, ça aurait changé quoi? Donnez-lui ce que vous avez à lui donner, un point, un trait. Voilà. Alors j'aimerais savoir si Maître Bondje et Emmanuel Gouaba partagent le même avis que M. Somo. Mais avant, on va d'abord prendre quelques messages. On va lire quelques messages, ensuite je vais vous donner la possibilité de pouvoir intervenir. Alors, on a Laurine Bertine Sayou qui envoie ce message. Le monde évolue, l'éducation avec. Voilà. Donc c'est tout. Zingangula, la pertinence des interventions de M. Ngouaba est généralement frappante. C'est Zingangula qui envoie ce message. Un autre message, dites à M. Somo que les cahiers avec la table de multiplication existent toujours. C'est une question de choix. C'est Olivier Alima qui envoie ce message. Salut à vous. Toute la société a raté sous la raison droit de l'homme. On ne peut plus réprimer avec rigueur. C'est Christian qui envoie ce message. Un autre message, on ne saurait comparer l'éducation selon les époques, car en réalité, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Mes amitiés à l'IPR, Kunke, Olivier Alima qui envoie ce message. Alors, on va marquer un arrêt et on va revenir tout à l'heure pour lire les autres messages. Maître Bondje, Emmanuel Gouaba, vous partagez l'avis de M. Somo qui pense que ces valeurs-là ont tendance à disparaître. Oui, je les partage entièrement, mais peut-être pas dans la même dialectique qu'il a dû développer. Moi, je parle d'un principe de l'opposition à l'individualisme d'aujourd'hui par rapport au communautarisme qu'il y avait à l'époque. Oui. C'est-à-dire que les valeurs, la transmission, parce que ici, nous sortons du cadre de l'instruction, donc pas forcément du cadre de l'école. L'éducation dans la transmission des valeurs. Là, on est dans la socialisation. On est dans l'éducation comme processus de socialisation. Et cela intègre non seulement le milieu scolaire, le milieu familial, le milieu social, et je dirais même religieux. Donc, dans tous les secteurs, ils participent d'une manière ou d'une autre à cette éducation, à cette transmission des valeurs et des normes. Et je disais tantôt qu'à l'époque, l'enfant n'appartenait pas à un individu. L'enfant était la production de la communauté. Donc c'est la communauté qui veillait à la transmission des valeurs à l'enfant, y compris à l'école. C'est-à-dire que quand l'enfant était à l'école, on disait que c'est l'enfant du maître. Le maître ne s'amusait pas avec ses enfants. Il vous faisait comprendre que ce sont mes enfants. Et à l'époque, on avait quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit plus aujourd'hui. Chacun voulait être à l'image de son maître. Parce que c'est l'homme qui était correct. C'est l'homme qui vous parlait correctement, il vous disait des choses. Bref, il faisait de vous un être parfait. Ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que vous voyez un maître qui arrive à l'école, lui-même il s'est habillé en demi-fou. L'essentiel n'est pas d'être en veste, mais d'être bien dans sa peau. Lorsque vous indiquez aux élèves qu'il faut saluer, lui-même quand il entre vous salue, il a toute la gentillesse nécessaire. D'autres entrent commencent à vous insulter. Tu crois que c'est parce que ton père est avocat que tu vas faire n'importe quoi ici, ou parce que ton père est enseignant à l'université. Bref, ça marque. Ça détruit la conception que l'enfant a par rapport à toi. Et donc, dans cette transmission des valeurs, qui sont d'abord des valeurs intrinsèques que chacun devrait connaître. Tu sais quand même que si je gifle quelqu'un, c'est pas bon. On n'a pas besoin de te le dire. Tu sais que si tu ramasses le bic d'un autre enfant, ce n'est pas bien. On y ajoute maintenant des valeurs qui ont été socialement protégées dans les textes de loi, où on dit on ne fait pas ceci, on fait cela, à tel âge, etc., etc. Ces choses ne sont pas seulement enseignées à l'école. Ça devrait être enseigné par tout le monde. Mais aujourd'hui, avec l'individualisme, d'abord vous trouvez au sein de la famille une disproportion qui ne dit pas son nom. Les mariages qui s'entredéchirent,
des familles très composées, des discussions en pleine salle où les enfants sont là, ils suivent comment leurs parents, ils s'exercent dans la boxe. Oui. Ce qui, à l'époque, était un peu difficile. Oui. D'autres parents qui se retrouvent en train de faire leurs ébats devant tous les enfants, c'était quelque chose de caché. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est décédé, à l'époque, nous, on ne pouvait pas accéder là où il y a un mort. Donc, vous voyez les enfants qui viennent s'asseoir sur le cercueil et qui boivent de l'alcool. Oui. Donc, la société elle-même, aujourd'hui, est en train de dévoyer cette transmission de valeurs. Et les valeurs que nous transmettons ne sont pas des valeurs normées. C'est des valeurs d'étreinte. Par exemple, je prends un cas. Un enfant vous dira aujourd'hui, l'école sert à quoi? Moi, il y a tel qui n'a pas fait l'école, il roule sur les grosses voitures. Oui. Donc, il n'y a plus de repères. Oui. Et à partir du moment où il n'y a plus de repères, même la transmission des valeurs devient difficile. Parce que ailleurs, même dans la tradition, avant l'école, chacun voulait être un bon guerrier. Parce que quand le gars rentrait des exploits, on lui donnait les honneurs qu'il fallait. On respectait ceux qui, d'une certaine manière, avaient certaines forces. Mais aujourd'hui, on respecte qui? C'est ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont fait des passe-passe partout. Les zéros deviennent des zéros. Des zéros. Vous comprenez? Et à ce moment-là, la transmission des valeurs n'a plus sa valeur. Alors, je crois que vous avez répondu à la question que je vais poser tout de suite à Emmanuel Ngouaba. La faute à qui? La faute aux parents ou alors la faute à la société elle-même? On assiste là à une dépravation, hein, entre guillemets, une dépravation des mœurs, telle que l'a expliqué Maître Bondier. La faute à qui? Oui, il faut bien préciser que la question de la dégradation des valeurs n'est pas une question spécifique au Cameroun. Il est important qu'on le dise. C'est un problème qui se situe dans un contexte mondial. C'est un processus normal. Parce qu'avec la télévision, avec la mondialisation, les bonnes choses vont partout dans le monde. Et les mauvaises choses aussi vont partout dans le monde, avec la mondialisation. C'est-à-dire, si vous avez une découverte aujourd'hui aux États-Unis, n'importe quel pays peut copier, n'importe quel pays peut s'en inspirer pour soit utiliser ça ou pour construire ses propres recherches. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la destruction des frontières. Les frontières sont complètement détruites, ça fait que ce problème n'est pas spécifique. Bon, maintenant, il y a un problème particulier en Afrique en général et au Cameroun précisément. Le problème, c'est que l'éducation, comme on a dit, qui commence à la maison, cette éducation qui commence à la maison, s'est heurtée à une autre forme d'éducation proposée par l'école. Il faut bien qu'on le dise. Ça fait que dans les pays africains qui ont été colonisés, et en particulier au Cameroun, quand l'enfant a commencé à apprendre ce nombre de valeurs à la maison, lorsqu'il arrive à l'école, on lui a dit « Stop avec ta langue maternelle. Ça ne passe plus ici parce que ça, c'est une affaire de sauvage. » Il faut que ce soit dit. Parce que ça s'est fait il y a à peu près 40 ans, mais 40 ans dans l'histoire d'un peuple, ça ne représente pas grand-chose. Parce qu'on sait que dans des grandes démocraties, dans des grands pays développés, il y a des situations qui ont perduré même pendant 100 ans. Et c'est après cela qu'il y a eu de grandes transformations. Vous savez très bien qu'il y a eu des dictatures. On parle des gens comme Hitler, on parle des gens comme les Napoléon, qui n'étaient pas les démocrates. Donc je voudrais bien qu'on comprenne bien que 50 ans, 60 ans dans notre histoire, ce n'est pas grand-chose. Donc voilà le contexte. L'éducation que nous avons, si nous voulons parler de l'éducation transmise au niveau de l'école, est une éducation qui est en contradiction avec les valeurs africaines, donc avec les valeurs camerounaises. C'est pour ça que beaucoup d'intellectuels ont développé ce qu'ils appellent une éducation extravertie. C'est une éducation extravertie. Et il faut bien savoir qu'une fois que le colon est parti, l'école que nous avons héritée d'eux est restée une école qui a tout simplement prolongé les mêmes programmes, les mêmes contenus. C'est pour ça que moi, par exemple, lorsque j'étais au lycée, j'avais le Monge comme livre de mathématiques. Monge est un français. Ça veut dire qu'on enseignait, on m'enseignait au niveau de l'instruction, on revient encore à l'instruction, le savoir, des choses qui n'avaient rien à voir avec mon environnement. Vous voyez un peu, on va vous apprendre à manger du pain, parce qu'on va vous dire que le pain est un aliment complet, mais on ne va pas vous apprendre à manger le manioc. On ne va jamais vous apprendre à l'école à manger, je ne sais pas, le mongo tobi, jamais.
On ne va pas vous apprendre ça. Bon, ça fait donc que quand vous grandissez dans une telle éducation, parce qu'il faut bien reconnaître que jusqu'à 5, 6 ans, c'est la maison. Mais déjà à partir de 6, 7, 8 ans, ce n'est plus la maison. C'est l'école qui maintenant donne un grand pourcentage de l'éducation. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, l'enfant va vous dire, le maître a dit. Quand l'enfant rentre à la maison, il vous dit, la maîtresse a dit telle chose. Et il est difficile pour vous de contredire ce que la maîtresse a dit. Et je voudrais ajouter en passant que la Constitution définit l'éducation comme faisant partie des droits fondamentaux. Et c'est l'État qui est devenu maintenant, dans l'État moderne, ce n'est plus à l'époque traditionnelle, maintenant c'est l'État qui est le garant de l'éducation. Et l'État donc, bien entendu, associe les partenaires, etc. Ça fait donc que, voilà donc un problème qui se pose. Nous avons donc une éducation extravertie qui, à un moment donné, ne peut aller que vers un dévoiement des valeurs. Vous allez voir au niveau de la télévision, regardez un peu la télévision. Sur 100 films qu'on montre, ou sur 100 feuilletons, il y a à peine 10, je pense, sous le contrôle des autres. Bon, je crois qu'il y a à peine 10 ou 15. Est-ce que ça atteint 15% des films ou de feuilletons qui véhiculent les valeurs camerounaises? Non, ça pose déjà un problème parce que l'enfant qui, à longueur de journée, suit les films, regarde les films brésiliens, l'enfant qui, à longueur de journée, parle français, anglais et ne parle pas sa langue maternelle, mais il est normal qu'à un moment donné, avec ses danses, avec ses films, qu'il puisse complètement refuser le vin de palme. Si vous présentez le vin de palme à un enfant, mais il va refuser parce qu'il va dire que ça, c'est l'affaire des barbares. Donnez-lui plutôt la bière. Et nos enfants, nos jeunes, ils sont des grands consommateurs de bière et de whisky. J'en connais même qui vont à l'école avec des whisky dans le sac. Ça veut donc dire que déjà, il y a eu une éducation qui n'était pas la nôtre lorsque les colons sont arrivés. Et c'est pour ça que maintenant, on est en train de parler d'un retour aux sources. Donc, je pense que si nous faisons un retour aux sources, ça va quand même permettre à nos enfants d'essayer de se rattraper parce que, comme les autres ont dit tout à l'heure, en fait, ils ne sont que le reflet de ce que nous-mêmes nous sommes. Ils ne sont que le reflet de ce que nous-mêmes nous sommes. Si nous ne mettons pas l'accent sur les valeurs, c'est tout à fait normal qu'eux aussi, ils aillent sur le même chemin que nous. Si nous mettons l'accent sur l'argent, mais pourquoi nous mettons l'accent sur l'argent? Pourquoi nous mettons l'accent sur les grosses voitures? Mais c'est justement parce que l'école qui nous a façonnés a montré qu'à un moment donné, il faut être un homme, non seulement par le diplôme, mais par votre capacité à faire de grandes dépenses. Mais c'était fait exprès parce qu'il fallait que nous soyons une société de consommation et non pas une société de production. Parce que si vous n'achetez pas de VX, si vous ne buvez pas de champagne, mais la société européenne ne fonctionnera pas. C'est donc pour ça qu'au niveau de l'école, on s'est arrangé pour que nous puissions évoluer dans un tel système où on fait de nous des consommateurs et automatiquement nos enfants aussi ne peuvent aller que sur le même chemin. Donc c'est un problème que je veux. Oui, là je voulais rajouter quelque chose très rapidement pour dire que premièrement, j'ai pas l'impression que mon collègue et moi on soit d'accord sur l'idée selon laquelle de plus en plus il y ait une certaine opposition entre le savoir-être distillé à la maison et celui qui est distillé à l'école. Moi, j'ai l'impression plutôt que s'il y a une chose sur laquelle l'éducation est restée constante, n'est-ce pas, c'est le fait que l'école soit toujours le prolongement d'un processus qui est entamé au sein de la famille. Oui, c'est vrai, il y a des attitudes marginales. Cette attitude marginale vient des personnes en réalité qui voudraient s'élever, s'élever au-delà de ce qui est fait, n'est-ce pas, à l'école pour imposer une forme d'ego. C'est-à-dire que vous, en tant que parent, votre enfant revient à l'école le soir et vous dit, le maître a dit ceci, a dit cela, et que tu reprennes vertement, tu dis, mais quel maître il est celui-là, ce professeur? Est-ce qu'il est normal? Comment est-ce qu'il peut dire telle chose alors qu'en réalité, la vérité, c'est cela? Il me semble que ces comportements qu'il faut dire sont marginaux, n'enlève en rien l'attitude de la totalité des parents qui, en réalité, en donnant leur progéniture à l'école, leur font totalement confiance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer quelque part un produit qui vous est si cher si vous n'avez pas l'absolue certitude que vous l'avez mis au bon endroit.
C'est d'ailleurs pourquoi vous allez constater aujourd'hui de plus en plus que les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un enfant ici aujourd'hui, le lendemain ils l'enlèvent là, peut-être parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas pu le mettre à l'endroit idéal où ils ont la totale assurance que leur progéniture va répondre à leurs propres aspirations. Je crois que de tout temps, l'école a toujours été le prolongement, n'est-ce pas, qu'il y a eu toujours interconnexion entre l'école et la maison en termes de savoir-être. Quand un enfant a été fouetté à l'école parce qu'il s'est mal comporté, il ne peut pas venir à la maison et le dire. Comment fouetter à l'école parce que j'ai mal fait? Au contraire, il va le cacher parce qu'il sait que les parents sont particulièrement d'accord avec ce que le maître a fait à l'école. Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a connexion. Sauf si... Je veux juste une petite précision en disant que tous les documents qui circulent actuellement au ministère des enseignements secondaires, parce que là, je sais de quoi je parle, dans ces documents, on parle d'un processus qui vise à réconcilier l'école avec la vie. Moi, je pense que ça montre qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'on veut réconcilier l'école avec la société. C'est-à-dire qu'on a constaté que pendant longtemps, il y avait un déphasage. Il y avait une inadaptation de l'école et la société. Et c'est pour ça donc qu'il y a des concepts comme par exemple l'approche par compétence qu'on est en train de vouloir mettre en œuvre. Si vous suivez même tous les discours officiels ces derniers temps, même au niveau de l'université, on dit que voilà une école, voilà une université qui a passé tout le temps à former des diplômés qui ne servaient à rien. Vous voyez donc, en fait, ça montre que le débat est vraiment profond. C'est-à-dire que c'était une école qui n'était pas adaptée à l'environnement africain, qui ne permettait pas aux citoyens camerounais de résoudre les problèmes du Cameroun. Et c'est pour cela que beaucoup partaient. C'est-à-dire, comme vous avez par exemple entendu parler de la fuite des cerveaux. C'est-à-dire, quand je suis formé au Cameroun, j'ai un bac ou une licence ou machin, qu'est-ce que je fais? Beaucoup, même ceux qui travaillent, hein, il y a même beaucoup de médecins, beaucoup d'anciens qui sont partis. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient formés pour gagner de l'argent ou pour aller servir les autres, alors qu'ils auraient pu plutôt rester pour transformer leur propre société, comme on a dit tout à l'heure. Moi aussi, justement, il m'a dévancé dans cette analyse pour lui dire que le problème des jeunes éduqués aujourd'hui n'est pas leur problème, c'est d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que les premiers enseignants étaient des colons. Ils enseignaient pourquoi? Pour nous faire assimiler leurs valeurs. Tout simplement. Et les valeurs qui nous ont fait assimiler, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque le professeur Sobo dit, par exemple, que le maître a dit telle chose à l'enfant, et que l'enfant de retour chez son père lui dit, il a quoi à dire. Parce que lui, son père a été moulé aux valeurs occidentales. C'est-à-dire que ce que nous avons aujourd'hui comme pensée, ce que nous faisons, c'est les valeurs occidentales. Nous n'avons pas intégré à nous, on ne nous a pas fait intégrer, bien que étant bien éduqués, mais éduqués à quoi? Aux valeurs occidentales. Vous savez que jusqu'à une époque récente, jusqu'à ce jour, on vous parle des grades de production, on va vous parler du café, on va parler du cacao. Les Camerounais consomment le café. Est-ce que les Camerounais consomment le cacao? Est-ce que beaucoup de Camerounais mangent la banane? C'est des productions qu'on nous a fait faire pour l'extérieur. Donc on nous a mis dans la tête que ce que vous devez faire, c'est comme ça. Il revient donc, je suis content qu'il y ait un inspecteur et tout l'armada de l'éducation, de savoir qu'on s'est trompé pendant longtemps dans notre formation et qu'il faut revenir aux sources. Les sources, c'est quoi? C'est d'éduquer nos enfants aux réalités africaines, aux réalités camerounaises. Qu'on n'ait plus des universités qui forment en droit en vrac, qui forment en lettres en vrac, parce que les lettres modernes, d'abord, ce n'est pas notre affaire. Non. Nous avons nos rhétoriques, nos proverbes, nos contes qu'on a mis même d'ailleurs de côté. Voilà. Il faut qu'on revienne aux dialectiques. Au lieu de distribuer des universités dans toutes les régions, on dit par exemple... Il faudrait me demander qu'on revienne à nos valeurs. Hein. Oui, qu'on dit université de Gaoudéré, on forme les gens pour élever les bœufs. Comment revenir dans ces valeurs-là? Vous pensez que vous êtes de l'avis de ceux-là qui pensent qu'on devait revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire que cette méthode plus rigide là où on utilisait... On va prendre le vox dans quelques instants, monsieur le réalisateur. Oui. Cette méthode-là qui consistait à utiliser le fouet. Oui, moi je pense que à la maison et même à l'école. Non, moi je pense qu'il faut nuancer les propos aujourd'hui. Il faut utiliser les deux méthodes. La première méthode, c'est remettre en scène ce qui pour nous est encore utile dans nos valeurs. D'ailleurs, la mondialisation, qu'est-ce qu'on va y amener? C'est les valeurs traditionnelles, c'est nos valeurs. On n'a rien d'autre qu'on va amener là-bas. Donc il faut qu'on retourne aux sources et qu'on les
donne à nos enfants, en commençant par leur enseigner l'histoire. Qu'on leur dise pas que c'est notre histoire. Qu'on leur dise pas que c'est Napoléon qui fait notre école. Mais qu'on leur dise qu'ici, il y avait des grands maîtres qui enseignaient peut-être la langue traditionnelle, mais qui savaient que quand on te dit pour attraper le gibier, il faut faire ceci, ça c'était de l'enseignement. Mais en même temps, comme nous entrons dans un monde globalisé et globalisant, ça dit que il faudrait qu'on apprenne aussi ce que les autres font. Parce que la concurrence internationale est telle sorte aujourd'hui que vivre en autarcie, c'est mourir. Donc il faut qu'on donne les deux éducations à nos enfants. Alors, nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je suis arrivée. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste après. Le Vox Pop. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas mieux éduqués parce que aujourd'hui, beaucoup de parents dorlotent trop les enfants. Du coup, ils sont des enfants gâtés. Et quand ils grandissent, ils se retrouvent facilement à céder dans la vie pratique, aux conditions faciles qui ne sont pas toujours très bonnes. Oui, donc ils cèdent, et puis, parce qu'ils ont été habitués à la facilité. Or, avant, on était un peu rude avec les enfants, on leur a appris que la vie est difficile, il faut se battre pour atteindre ses objectifs. L'argent a détruit le monde. Les enfants, à l'époque, là, quand je me rappelle qu'il y a un jour, on marchait avec un ami comme ça, là, on a ramassé 10 000 francs. C'était difficile pour nous pour changer ces 10 000 francs. Là. Il fallait partir mentir qu'on veut acheter la lampe tempête pour casser l'argent là. Aujourd'hui, à l'époque, quand tu partais dans une boutique avec 1000 francs pour acheter quelque chose comme un enfant, les messieurs de boutique ne vendaient pas. Tu dis qu'il va acheter un bonbon avec un billet de 1000 francs, il prend 1000 francs et dit qu'il va appeler ton père. Mais en général, les enfants d'aujourd'hui sont mieux formés que dans le passé, mais moins bien éduqués. Il y a deux types d'éducation. L'éducation scolaire et l'éducation parentale. Bon, je trouve que les enfants au Cameroun, au niveau parent, ils ont une éducation à leur convenance. Bon, au niveau études, c'est pas mal aussi. Mais chez les Occidentaux, l'éducation des parents, c'est un peu... Parce qu'il y a trop de liberté et allons laisser aller. Merci. Aujourd'hui, ils sont bien éduqués. Pourquoi? Parce que les parents essaient de donner une orientation autant que possible à leurs enfants qui étaient peut-être un peu difficiles dans le passé. Pourquoi? Parce que certains parents dans le passé n'étaient pas allés à l'école et ils ne savaient pas réellement qu'est-ce que c'était la vie. Mais aujourd'hui, certains parents, au vu maintenant du mouvement de la vie et des difficultés, ils savent au moins que non, mon enfant, en empruntant tel ou tel chemin, il pourra quand même être un homme et être affranchi demain. Mais dans un autre côté, je trouve que les enfants sont mal éduqués parce qu'ils sont gâtés. On leur donne tout, on met tout à leur disposition, mais ils ne savent pas réellement que ces parents se sont aussi battus dur pour pouvoir leur mettre à l'aise. C'est dans ce sens-là que je dis qu'ils sont gâtés parce qu'on leur a tout donné et par conséquent, on ne leur a pas appris à savoir mieux gérer cela et d'épargner et de penser aussi au futur. At the starting point, we have religion, the fear of God, but now, with the modernization, most children now look what is not good on the television. Then they don't even behave well now these days. So I think before it was better than today. Et par rapport aux enfants d'hier, vous savez, dans les générations, on parle souvent de conflits. Aucune génération n'a jamais accepté que celle qui est future, n'est-ce pas, la dépasse, comprenez? Ce qui rentre dans le cadre des conflits des générations. Mais je dirais plutôt que chaque génération a ses chances, ses avantages, ses inconvénients, comprenez? Le monde étant évolutif, comprenez? Alors, avant, à mon âge, quand j'étais enfant, je n'avais pas accès à Internet, je n'avais pas accès au câble. Aujourd'hui, mais les enfants d'aujourd'hui ont accès à tout ça. C'est devenu un peu comme leur jeu, comprenez? Et par rapport, n'est-ce pas, aux enjeux mondiaux, je dirais plutôt qu'ils sont favorisés, comprenez? Puisque le monde étant devenu un village planétaire, comprenez? Les enfants sont ouverts au monde et puis ils communiquent avec tout le monde. Nous, à notre époque, on avait plutôt une éducation paroissiale, c'est-à-dire que c'était limité, n'est-ce pas, au plan local, comprenez? C'est aujourd'hui que nous aussi, nous,
nous essayons aussi de nous ouvrir au monde, de nous arrimer, n'est-ce pas, au même, n'est-ce pas, standard que ces enfants d'aujourd'hui. Comprenez? Alors je dirais plutôt que ils sont bien éduqués, vous comprenez? Mais seulement, il faut laisser tomber je vais dire quoi, le système parental qui voudrait que l'enfant, n'est-ce pas, ne prenne pour modèle que les parents. Comprenez? C'est-à-dire, il y a diversité de talents. Les gens, surtout dans le positif, hein, pas dans le négatif. Donc il y a diversité de talents. Mais il faudrait que les parents apprennent à laisser exprimer, n'est-ce pas, le talent de leurs enfants. Puisqu'il y en a qui étouffent, en croyant faire du bien à leurs enfants, ils étouffent le talent de leurs enfants. Retour sur ce plateau, hein, une intervention, hein, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Non, on va lire les messages alors. De toute façon, il nous reste très peu de temps, donc il faut qu'on évolue rapidement. On va lire quelques messages. Hein. Ruben Francis, Nonzinga Angoula, qui envoie ce message. Je ne suis pas d'accord avec celui qui a dit dans le Vox Pop que les enfants d'aujourd'hui sont bien formés. On ne peut pas comparer un 15 sur 20 qu'avait M. Gwaba en dictée à un 15 sur 20 de nos jours. Ok. C'est Zinga Angoula qui envoie ce message. Un salut particulier à l'IPR Ngwaba. Pourquoi n'organise-t-il pas des séminaires pour faire savoir aux enseignants ce qu'ils appellent APC? Parce que l'État n'a pas d'argent pour organiser les séminaires. Voilà. Laurine Aubertine Sayou, toujours, non, c'est le même message, on prend un autre message. Bonjour à tout le plateau, de tels débats doivent continuer. Les aujourd'hui fuient leurs responsabilités. Bon, je suppose que les parents, hein, oui, les parents d'aujourd'hui fuient leurs responsabilités et abandonnent les enfants aux enseignants. Alors, Ruben Francis, l'éducation se faisait dans la société par tout le monde. Même le voisin pouvait corriger un enfant qui se comporte mal. Mais aujourd'hui, une telle situation peut créer une bagarre générale. Zingangula, le contre-effet créé par le tout technologique pris comme complément et non pas supplément accessoire à l'éducation fait actuellement naître d'autres types d'attitudes à nos enfants. Ruben Francis encore, l'éducation se dégrade aussi par le fait que beaucoup de parents sont de plus en plus absents et laissent la charge de l'encadrement aux autres qui n'ont pas d'autorité sur l'enfant comme le répétiteur. Un autre message, l'éducation ne se véhicule plus au Cameroun à cause d'une donnée culturelle. Non, à cause d'une donnée culturelle, car on ne sait pas assez approprier notre histoire qui impacterait sur nos valeurs. Zingangola, je tiens à préciser à la suite de M. Ngwaba qu'outre le fait que le manuel scolaire de mathématiques dont Mongué était l'auteur ne répondait pas non plus aux attentes des élèves de Terminale C. Zingangola est d'une autre époque, hein, ça il faut le préciser. Alors, il dit que le manuel scolaire de mathématiques dont Monge, voilà. J'ai carrément lu ça, voilà. Monge était l'auteur, ne répondait pas non plus aux attentes des élèves de Terminale C. C'est Zinga Angoula qui le dit. En France. Ce livre étant écrit en France, on ne pouvait pas répondre aux élèves camerounais. Voilà, un autre message, l'école n'éduque plus, on cherche juste les diplômes. C'est Ndjikwa Joël qui envoie ce message. Zinga Angoula encore. Certes, l'environnement technologique actuel favorise l'ouverture d'esprit de la plupart des enfants, mais il devait plutôt intervenir comme supplément accessoire et non pas complément. Zingangoula encore. Maître Bondia a posé un bon constat en relevant l'incidence positive qu'avait la punition corrective, la bastonnade par la chicotte, pour parler en français facile, pour les écoliers et les élèves. On va s'arrêter là pour les messages. Terminons avec l'éducation comme un processus d'acquisition des compétences. Qu'entend-on par acquisition des compétences, M. Somo, puisque c'est vous qui l'avez relevé sur ce plateau? L'éducation comme acquisition des compétences, qu'entendez-vous par l'éducation comme acquisition des compétences, parce qu'il faudrait qu'on soit tous au même niveau de compréhension, que ceux qui nous regardent puissent nous suivre. Bon, nous sommes passés de savoir au savoir-être. Maintenant, nous allons vers ce qu'on pourrait appeler le savoir-faire. Le savoir-faire qui s'assimile ici aux compétences. L'éducation est supposée, n'est-ce pas, donner à l'individu, n'est-ce pas, un certain nombre de compétences qui l'orientent vers l'exercice d'un métier ou d'une profession. Bon, alors, de plus en plus, aujourd'hui, avant, le système colonial, n'est-ce pas, a consacré une forme d'éducation qui consistait à former
généralement des cadres dans le domaine du droit et de l'éducation, dont le rôle fondamental était de servir de relais à une administration coloniale qui était partante. Donc on est arrivé ici à une période pratiquement des indépendances où on souhaitait, n'est-ce pas, que les cadres qui vont venir soient capables de diriger les pays, soient capables de diriger la société au plan administratif, au plan du droit et dans l'autre plan. Donc ces formes donc, de savoir ou de savoir-faire sont de plus en plus battues en brèche aujourd'hui, avec une forme de révolution de l'éducation qui passe par une approche, ça l'inspecteur le dira, par compétence. On parle aujourd'hui au niveau universitaire de ce qu'on appelle la professionnalisation des formations. C'est-à-dire que on ne forme pas l'individu par rapport à un potentiel métier qu'il pourra exercer, mais ayant déjà circonscrit le métier, la formation, ça rime au métier qu'il va faire plus tard. C'est ce qu'on appelle la définition des profils qui s'adaptent justement à des professions. La professionnalisation donc des formations est ce vers quoi la société actuelle tend. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'avant, ce qui se faisait en matière de savoir-faire, c'était théorique. Aujourd'hui, de plus en plus, on passe, n'est-ce pas, d'une approche plus théorique à une approche plus pratique, en formant des personnes compétentes à exercer de façon pratique un certain métier. C'est vers cela qu'on tend, même si jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on y soit parvenu avec beaucoup de bonheur. Emmanuel Baba, peut-on penser que les jeunes d'aujourd'hui sont plus compétents que ceux d'avant? Ou alors, comme l'a dit un ancien, ils sont devenus paresseux, parvenus? Non, moi je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux, parce que c'est des idées reçues. C'est un discours qui circule un peu partout. Qui est loin de la réalité? Non, c'est loin de la réalité. Ils ne sont pas paresseux. Ils sont plutôt, comment j'allais dire, déboussolés. Ils sont déboussolés et ils sont déracinés. J'ai suivi encore, je pense que ça devait être hier, sur une chaîne concurrente, il y a un artiste bien connu de la place qui disait que les jeunes sont perdus. Les jeunes sont complètement perdus. Donc il faut faire un peu attention. Je pense que les jeunes ne sont pas paresseux. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin d'être formés. Et comme on a eu déjà à le développer sur ce plateau, il se trouve qu'au niveau de l'accompagnement, au niveau des encadreurs, il y a un problème. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème moral. On parle de la moralité publique depuis un certain temps dans les discours officiels. Ça veut dire que ces jeunes-là, à un moment donné, sont même parfois plutôt, comment j'allais dire, en avance par rapport à ce que nous pensons. C'est-à-dire, mais peut-être plutôt, il est intéressant que les adultes ou encore que l'école puissent s'adapter un peu à l'évolution des jeunes. C'est-à-dire qu'on puisse s'adapter à leur évolution et les aider à intégrer tout ce qu'ils font dans leur développement et dans leur éducation. Parce que vous ne pouvez pas aider un jeune à réussir s'il n'adhère pas au processus. Par exemple, dans d'autres pays, on a utilisé les nouvelles technologies comme un outil qui facilite la transmission des savoirs. Vous allez par exemple voir des enfants, si vous pouvez aider des enfants par exemple à utiliser Internet, à utiliser le téléphone portable pour, par exemple, échanger avec son enseignant. Ça se fait déjà dans certains pays, pour échanger avec ses camarades le soir, pour ne pas se déplacer. Donc je pense que c'est des choses qu'on peut faire pour aider nos jeunes à pouvoir être mieux éduqués. Et je voudrais peut-être juste revenir sur un point très important. On a parlé de l'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on voudrait aider les jeunes à pouvoir se prendre en charge, parce que c'est venu de ce besoin. C'est venu du fait qu'à un moment donné, on a constaté que l'État, qui est le garant de l'éducation, ne pouvait plus donner le travail à tout le monde. Et on s'est dit, voilà, il faut donner à chacun la possibilité d'avoir des compétences qui dans le domaine agricole, qui dans le domaine peut-être de l'élevage, peut-être au niveau du tourisme, pour que, une fois qu'il a fini sa formation, ou même lorsqu'il s'arrête en route, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas jusqu'au bout de la scolarité. Alors, on leur permet même à mi-parcours de pouvoir déjà s'intégrer rapidement. S'ils ont eu des compétences minimales dans des secteurs bien précis, ils peuvent déjà avancer. Voilà, en guise de synthèse, en lieu et place d'un conflit de génération, peut-on parvenir à une conciliation de génération en admettant que chaque époque a bien évidemment ses qualités et ses défauts, Maître Bondje? Oui, tout à fait. Chaque époque a ses qualités et ses défauts. Mais permettez que je revienne très rapidement. Oui, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Oui, je reviens en 30 minutes. Oui. En 30 minutes. En 30 secondes, je veux dire, en 30
30 secondes. Dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas compétents, je crois que c'est un mensonge que nous faisons à nous-mêmes. Oui. Pourquoi? Parce que, et là je rejoins le conflit générationnel. Je dis ceux qui, à l'époque, ont eu la chance de gérer dans tous les secteurs, ce pays était des jeunes. C'est à cet âge qu'on rêve. Mais ils ont tout confisqué. Et quand vous confisquez tout, vous voulez que les jeunes fassent quoi? Ils se retrouvent à l'étroit. C'est pour ça que vous voyez, tous les Camerounais qui sortent du pays explosent. Parce que là-bas, on leur fait confiance. On leur donne leur chance. Ici, chez nous, on ne fait pas confiance. On les laisse, on dit c'est les enfants. Alors qu'hier, c'est ces enfants-là qui ont fait et qui restent encore sur le pouvoir, il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'on peut donc rassembler les deux? Oui. On doit le faire. Parce que, quoi qu'on dise, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et ces jeunes-là sont ceux qui doivent prendre notre suite. N'ayons pas peur de laisser la place à ceux qui rêvent encore. C'est eux qui peuvent transformer le Cameroun. Nous ne pouvons plus rien. Le professeur Somoewa et même inspecteur, nous sommes partis. Voilà. C'est les jeunes qui vont... Emmanuel Ngouava, peut-on parvenir à une conciliation de génération? C'est pas qu'on peut, on doit. On doit absolument parvenir au passage du relais. C'est normal. Dans un processus, toute société normale, à un moment donné, doit préparer les générations montantes à pouvoir assurer le relais. Et ça passe par l'école, ça passe par une bonne prise en charge au niveau de la maison, ça passe par l'introduction de nos valeurs, la prise en compte de nos valeurs dans les programmes de formation. Et comme Maître a dit tout à l'heure, ça passe aussi par la responsabilisation des jeunes. Il est normal que ceux qui sont déjà formés, ceux qui ont des diplômes, qu'ils soient intégrés dans les prises de, dans les circuits, dans les sphères de prise de décision, pour que ça puisse créer une certaine émulation chez les plus jeunes et que ça permette que cette jeunesse soit plus enthousiaste. Oui, mais c'est seulement en 10 secondes. Non, en 10 secondes, je vais dire tout simplement que c'est en s'inspirant, n'est-ce pas, du passé qu'on finit par bâtir l'avenir. Les générations à venir pourront développer une éducation de qualité à tout point de vue et sur tous les plans lorsqu'on aura découvert ce qui pourrait avoir été des tares d'une génération passée, et ainsi nous pourrons être sûrs de bâtir un avenir certain et un avenir plus sûr. Voilà, merci, cher panélistes, d'être venus ce samedi. Merci, M. Somo, Maître Bondje, Emmanuel Ngouava. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. La rediffusion de cette émission, c'est le lundi à 17h et le jeudi à 16h. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Waisona kati waboise bombajo na boitembo wanyu bamalangyane banotiti mbapona kuja masawa wembo wabodie